Véronique Lapet, je suis belge et canadienne, d'origine belge, je suis née en Belgique. De formation, je suis un médecin-chercheur en santé publique et en psychiatrie. Et j'ai forgé, modélisé dans le milieu des années 1990 et début des années 2000, différentes notions comme celle d'éco-anxiété. L'éco-anxiété en 1997, donc ça remonte quand même à très loin. C'est vrai que ça comporte terminologiquement le mot anxiété. Donc ça, on pourrait dire c'est de l'anxiété, mais c'est pas de l'anxiété comme telle. Donc je dirais d'abord la grande chose pour moi quand je l'ai créé, et donc je dis ma perspective en 1997 quand le terme a été créé et quand le livre est sorti. Bon, c'est qu'en dépit de sa terminologie, qui va laisser croire le contraire, l'anxiété ne procède absolument pas ni du domaine, ni du registre de la santé mentale, ni du pathologique. Donc, ça n'a rien à voir avec le secteur psy. On ne doit pas aller voir un psy parce qu'on se sent anxieux et ça n'a rien d'une maladie. Alors, qu'est-ce que c'était? Ben, je l'ai décrit d'abord comme étant un terme générique. Il fallait bien trouver un mot, donc ça a été ce mot-là qui a été avancé, qui désignait un phénomène hybride de mal-être identitaire, donc un mal-être identitaire qui était associé à une responsabilisation nécessaire et qui allait toucher des hommes, des femmes, des sociétés occidentales contemporaines, des sociétés non occidentales aussi, c'est à l'échelle planétaire. Et ces hommes et ces femmes-là étaient confrontés à un contexte de grands changements environnementaux, comme par exemple les changements climatiques, ou alors à des crises environnementaux sanitaires globales, comme par exemple la crise, par exemple, qu'on traverse aujourd'hui, mais il y en a des tas d'enjeux comme ça qui sont reliés à des crises sanitaires, environnementaux-sanitaires globales. Deuxièmement, à côté de ce phénomène de mal-être et de responsabilisation nécessaire, c'est un phénomène que j'ai présenté comme étant quelque chose de vécu. Donc, c'est pas quelque chose d'extérieur à soi, c'est quelque chose d'éminemment intérieur, donc qui est perçu, qui est ressenti à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Pour certains, ça va être plus collectivement, pour certains, ça va être plus individuellement, pour certains, ça se mêle. C'est-à-dire que il y a des acteurs à la fois individuels, des acteurs collectifs, des communautés, des groupes, etc., qui vont en faire l'expérience. Et l'expérience va être à différents niveaux. Elle va se faire en termes de pensée, donc on va y penser, en termes de parole. Les gens vont en parler de différentes façons, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, ou maintenant comme on en parle. Et en termes de pensée, de parole et d'action. Et les gens vont agir. Donc, et ça va les conduire toujours à un engagement responsable. Donc, ces personnes-là vont sentir vraiment comme un appel, comme une quête intérieure, une quête de sens. C'est quasi comme une quête pseudo-initiatique qui est focalisée en fait sur la thématique, disons, j'ai du mal à dire la thématique parce qu'il y a beaucoup de thématiques, mais sur les crises environnementaux sanitaires, sur les grands changements environnementaux. Et troisièmement, c'est un phénomène aussi donc que j'ai qualifié à ce moment-là de transfrontière. Donc pourquoi? Parce qu'il transcendait 7 types de frontières. Donc les frontières, c'est un phénomène transgéographique, donc qui transcende les pays, les niveaux local, régional, national, ça dépasse les barrières géographiques. Transdisciplinaire, parce que ça reste pas dans le domaine, par exemple, de la psychiatrie, pas du tout de la psychiatrie, de la psychologie, ou je sais pas, ou de la santé publique, ou de la santé environnementale, ou bien de l'agriculture, ou bien ou quoi que ce soit. Non, c'est transdisciplinaire, c'est un phénomène transgéographique, transdisciplinaire, c'est aussi transsectoriel parce que ça va toucher le secteur public, le secteur privé, c'est transinstitutionnel, que ce soit les grandes institutions, des plus petites, c'est trans-niveau de savoir parce que ça va impliquer des niveaux de savoir, que ce soit implicite, non scientifique, citoyen, mais aussi explicite, scientifique et aussi d'autres types de savoir, trans-niveau de sens, parce que ça touche le niveau micro c'est l'individu, méso, c'est un groupe, et macro, global, et enfin transcognitif, dans le sens où
ça va faire appel à différents modes d'appréhension des réalités. Donc l'intelligence rationnelle, c'est les bons scientifiques, donc, mais aussi le mode des perceptions, des organes des sens, mais aussi évidemment ce qui est fondamental pour la suite, à mon avis, et c'est que ça fait appel au mode de l'intuition qui, pour le moment, dans nos sociétés, disons, modernes, postmodernes, dépendamment comment on le considère, est un petit peu délaissé parce qu'on est très, très, très rationnel, et le mode de l'intuition qui va faire appel plus tard à l'imagination créatrice et qui va être très important pour sa prise en charge, de mon point de vue, toujours. Donc, en fait, l'éco-anxiété, c'est ce phénomène-là, un terme générique, un mal-être identitaire, une responsabilisation nécessaire qui est expérimentée, qui va conduire un engagement responsable en termes de pensée, de parole et d'action, et qui est transfrontière. Donc, c'est comme une prise de conscience qui est fort, fort, fort souffrante, en fait, en vue d'une réorganisation et d'une réorientation des modes de gouvernance globale. On est d'office dans quelque chose de très, très positif. Mais seulement, ce très, très positif s'allie immanquablement, d'abord avec la notion d'incertitude, incertitude pour soi-même, incertitude de ce que je vais penser. Bon, mais c'est incertain. On tombe en dehors de la rationalité parce qu'on tombe dans la non-linéarité, on tombe dans la complexité. Mais donc, ça s'allie avec l'incertitude, mais c'est très positif. Mais le problème, c'est comme une quête. C'est comme une quête intérieure qui est focalisée ici, qui est focusée, comme on dit ici, sur la question des environnements et de l'ordre globalitaire, donc en lien avec, en fait, ce que j'ai conceptualisé comme étant la santé publique globalisée, mais il ne faut pas s'accorder. Oui, c'est de l'anxiété parce qu'il y a une souffrance, mais il y a une souffrance de quête. Mais ils ne doivent absolument pas avoir résolu, parce que le problème, si je peux dire, c'est que le sentiment donc d'insécurité, cet énorme sentiment d'insécurité qui est ressenti, qui est vécu, qui est extrêmement dérangeant, qu'on a envie d'évacuer tout ça. Donc, c'est ça, l'éco-anxiété vécue intimement, personnellement, parce que moi aussi, je la vois. Moi aussi, ça m'arrive de pleurer et puis de me sentir perdue. Ça m'est arrivé il y a 25 ans, ça m'arrive encore aujourd'hui différemment. Mais on ne sait pas la résoudre une fois pour toutes, parce que on ne pourra jamais s'en libérer totalement. Tout ce qu'on peut faire, c'est évoluer avec. Mais comme on est dans un système, je veux dire, pour y faire face, on doit passer, disons, à un système, on doit prendre le relais des sciences de la complexité, de la non-linéarité. Mais dans ce sens-là, on ne peut pas se dire, par exemple, je vais résoudre mes propres angoisses en tant qu'éducateur, éducatrice, avant d'écouter les peurs ou les appréhensions de l'extérieur. Non, on travaille en même temps, on est dans le même système éco-organisé. Ça veut dire que on est positionné, tout le monde est positionné, que ce soit les éducateurs, les éducatrices, les bénéficiaires, toi, moi, tout le monde, qui bien sûr, nous nous sentons appelés par l'éco-anxiété. Si on ne se sent pas appelé, je ne sais pas, un homme d'affaires de Wall Street qui fait d'autres choses, ils ne sont pas nécessairement appelés, je ne veux pas faire cliché, mais bon, je veux faire simple, ils ne sont pas nécessairement appelés par l'éco-anxiété, mais pour lui, c'est pas souffrant, donc ça ne fait pas partie de sa mission à accomplir, donc il n'y a pas de quête par rapport à ça à accomplir pour lui. Mais quelqu'un qui se sent appelé, il va être, tous les gens qui se sentent appelés à différents niveaux vont être positionnés ensemble au sein du même système, donc qui est auto-éco-organisé, donc qui s'organise lui-même, dont tous les éléments en partie jouent ensemble et selon des principes qu'on va appeler principes de récursivité, principes hologrammatiques, principes dialogiques, donc ça dialogue, ça joue ensemble. Récursivité, ça fait comme des boucles. C'est vrai que l'éco-anxiété, le phénomène d'éco-anxiété ouvre, en termes de pistes d'action de choses à venir, à faire, ouvre à une voie qui est une voie
pour le moment, qui est tout à fait laissé pour compte, même si on en parle depuis 20 et 25 ans. C'est la non-linéarité. Et puis, dans ce sens-là, les éco-apprentissages non linéaires, ben, ce n'est pas comme un top-down en disant, bon, ben là, moi, aujourd'hui, en tant qu'éducateur ou en tant que X leader, bon, en éco-apprentissage, je vais vous faire part de mes connaissances concernant tac, 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 l'éco-anxiété, c'est ça, 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 on fait ça, 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 et puis voilà, je ne vais pas dire des titres, mais c'est comme ça. Là, c'est des experts de contenu, c'est pas du tout la même chose, donc on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et c'est ça qui donne, j'insiste, qui génère cette anxiété, ce flou, cette espèce de spleen, pardon, excusez-moi, cette espèce de spleen, parfois chez les gens qui ont professionnellement à travailler avec d'autres personnes. C'est très très dur, évidemment, parce qu'on doit en même temps générer notre propre ressenti, notre propre mal-être identitaire, et en même temps travailler, mais en même temps, on n'a pas un bon contenu comme ça qui s'offre à nous. Donc, c'est un pas à pas comme ça avec l'autre en même temps. Et puis, ça ouvre sur différentes choses qu'on appelle un leadership de résonance. Donc, c'est-à-dire que c'est un leadership leadership dans le sens, une certaine forme de leadership, donc des éducateurs, des éducatrices, je dirais ici, en lien avec les bénéficiaires, où à la fois les éducateurs, éducatrices vont être eux-mêmes des apprenants de nouveaux modes d'apprentissage, qu'on appelle les modes d'apprentissage en T ici, T majuscule, T capital pour transverse, et qui sont des apprentissages complexes, et en même temps qui sont eux-mêmes apprenants, ils vont être des leaders en éducation à l'éco-anxiété. Donc, ils vont être des personnes qui vont développer continuellement leur savoir-faire au sujet de ces questions qui sont reliées à des tâches, mais qui sont reliées aussi à plein de domaines connexes de l'éco-anxiété. Donc, les éducateurs vont devenir des grands influenceurs. C'est pas la peur qui les met en mouvement, parce que le phénomène d'éco-anxiété, donc je dis toujours selon ma perspective et la manière dont je l'ai forgé, non, c'est pas du tout en misant sur la peur, mais pourquoi? Parce qu'au fondement, l'éco-anxiété, c'est une quête. Donc, ça s'aligne quelque part avec le chemin personnel. C'est une quête, l'éco-anxiété. Donc, c'est un appel. Donc, c'est pas en faisant peur à quelqu'un, en disant, vous savez, regardez ce qui se passe autour de vous et tout ça. Bien sûr, il faut les informer, et il faut les informer véritablement. Mais c'est pas en faisant peur aux personnes que les gens vont tomber, que ça va comme percoler chez eux et qu'ils vont tomber dans le phénomène d'éco-anxiété. Ou bien alors, ça va être des éco-anxiétés, je le dis, différemment définies, présentées comme certaines, parce qu'il y a quand même pas mal de perspectives aujourd'hui. Là, il faut quand même compter une bonne quinzaine à l'échelle internationale, une bonne quinzaine de perspectives différentes. La peur ne va pas générer, ne va pas mobiliser ou ne va pas immobiliser. Il y a des gens qui vont toujours être ancrés et vont être appelés, ils vont cheminer parce que c'est comme leur chemin de quête, et il y en a d'autres. Donc c'est quelque chose qui se fait comme à bas bruit, même si de temps en temps, bon, aujourd'hui on est dans un contexte avec le coronavirus et tout ça, donc c'est très différent parce qu'on est en plein contexte de crise. Donc il y a deux choses qui se chevauchent. Il y a des manifestations des réalités vécues par des gens, de la souffrance vécue par beaucoup de gens qui sont plus ou moins vulnérabilisés, et plus ou moins monsieur tout le monde aussi, parce qu'on est soi-même, c'est souffrant d'être dans une crise comme ça. Il y a des manifestations d'anxiété, de stress, de déprime et tout ça. Mais ces manifestations-là, là, j'insiste, c'est pas le phénomène d'éco-anxiété. Le phénomène d'éco-anxiété, ça se vit intérieurement par une personne, ça se vit aussi parfois collectivement. Il y a des groupes qui vont se faire pour penser, pour parler, pour agir, mais c'est pas la crise, la souffrance, et c'est pas des
peurs comme ça qui vont être mobilisatrices ou non.